Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, nous entendrons sa béatitude Louis-Raphaël Sacco. Il fait partie des 14 futurs cardinaux créés en juin prochain. Nous reviendrons sur plusieurs événements diocésains qui ont eu lieu ce week-end de la Pentecôte, comme à Pontoise avec près de 15 000 fidèles qui se sont rassemblés. Et puis un reportage avec les chœurs de garçons de l'Académie musicale de Liesse. Ils ont donné leur concert de fin d'année à Paris la semaine dernière. Alors que le président Emmanuel Macron a présenté aujourd'hui des pistes pour la banlieue, un sondage a été publié par l'IFOP pour l'Association d'éducation populaire catholique Le Rocher. Alors quel besoin aujourd'hui pour les banlieues? On en parle dans notre dossier avec Arnaud de Carmentran, directeur général du Rocher. Et on débute cette édition avec les 34 évêques chiliens qui ont remis leur charge pastorale au pape François. Cet acte historique a secoué l'Église du Chili et l'Église tout entière. Vendredi, à l'issue de 3 jours de rencontres avec le pape, les évêques ont présenté leur démission collective en accord avec le Saint-Père. Ils ont aussi demandé pardon aux victimes, au pape et à l'Église pour les erreurs et omissions commises dans les cas d'abus sexuels. Il s'agit là d'un tournant pour l'Église dans la lutte contre la pédophilie, nous a confié le père Stéphane Joulin depuis Rome. Il est psychothérapeute, père blanc et spécialisé dans le traitement des abus sexuels. Je pense que ce geste-là est fort parce qu'il arrive après une volonté déterminée du pape François à faire la vérité sur ses affaires, et qui montre qu'il a entendu la parole des victimes qui, depuis des années, essayent de faire entendre leur souffrance de la part de l'institution. Donc, cette décision des évêques est une réponse à cette volonté, à cette détermination du pape François à répondre à la souffrance des victimes. C'est dire « on vous croit ». On vous croit de ce que vous dites, de ce que vous essayez de faire entendre, parce qu'on a bien vu tous les dégâts que ça pouvait faire quand on n'entend pas, quand on n'écoute pas. Et là, il y a cette reconnaissance de leurs paroles et de leurs souffrances. Donc c'est... Dimanche, lors du Regina Coeli, place Saint-Pierre, le pape François a annoncé la création de 14 nouveaux cardinaux, 7 Européens, 3 Italiens, 3 Asiatiques, 3 Sud-Américains et un Africain. Ils seront élevés à la dignité cardinalice le 29 juin lors du consistoire ordinaire. Des nouveaux cardinaux soucieux de l'évangélisation des pauvres et des chrétiens persécutés, comme Monseigneur Joseph Coutts, défenseur des minorités religieuses au Pakistan, ou comme sa béatitude Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. Nous l'avons joint après l'annonce du pape François. Pour moi, c'était une grande surprise. Surtout, je n'attendais pas ça. Mais j'ai pris ça comme un geste paternel du pape qui a une vision universelle de l'Église. Et donc, c'est un support, un appui pour l'Irak tout entier, mais aussi pour les chrétiens, pour les minorités qui sont persécutées. Je suis très encouragée par les chrétiens, mais aussi beaucoup de musulmans. Un musulman m'a dit, voilà, c'est un geste de foi, ça, pour tous ceux qui croient en Dieu. Donc, ce n'est pas pour vous, c'est pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les Irakiens. Il a ajouté, voilà, c'est un geste de miséricorde envers les Irakiens. Et puis, le pape a voulu distinguer un archevêque, un évêque et un religieux pour leur service à l'Église. Il s'agit de Monseigneur Rivera, archevêque émérite de Xalapa au Mexique, Monseigneur Porco, prélat émérite de Corocoro en Bolivie, et le père Mérigno, prêtre espagnol claretan. Âgés de plus de 80 ans, ils ne seront pas cardinaux électeurs. On l'a appris ce matin, le Saint-Siège a reconnu les vertus héroïques d'un prêtre français du Dauphiné, le père Jean-Baptiste Berthier. Né en 1840, il a d'abord été missionnaire de la Salette, puis fondateur de la Congrégation des missionnaires de la Sainte Famille en 1895. La reconnaissance de ses vertus héroïques marque une étape importante vers sa béatification. Ce week-end de la Pentecôte a été marqué par de nombreux rassemblements diocésains dans toute la France.
À Pontoise, 15 000 fidèles se sont retrouvés dimanche pour une grande messe avec plus de 1000 confirmations, dont 400 adultes. Le point d'orgue d'un rassemblement autour de l'annonce et de la mission, ou comment être missionnaire aujourd'hui. Reportage avec Charles-François Brejon. Devant l'école Saint-Martin de France, la foule a envahi la prairie. Un mélange détonnant des 140 nationalités qui composent le diocèse de Pontoise. Aujourd'hui, c'est la plus belle fête des chrétiens. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'Esprit Saint. Et notre vocation, c'est de le recevoir et de partir en mission. C'est du travail, apporter la bonne nouvelle à tout le monde et de témoigner de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Ces trois amis ont bien compris le sens de la démarche du diocèse de Pontoise, faire redécouvrir à chaque chrétien qu'il est appelé à évangéliser. Et ce tout comme les apôtres il y a 2000 ans, après avoir reçu l'Esprit Saint. Et voilà que tous les pèlerins qui étaient venus à Jérusalem, et c'est ça qui est extraordinaire, entendaient les apôtres raconter les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, c'est-à-dire dans leur culture, dans leur tradition, dans ce qui fait leur vie. Et aujourd'hui, ce qui est demandé à tous les chrétiens, c'est aussi de raconter les merveilles de Dieu dans la langue maternelle de ceux à qui il s'adresse. Pour ça, je trouve que le chrétien doit être trilingue. Sa langue maternelle, bien sûr, pour être compris, la langue de l'Évangile et la langue de l'autre. Et cette invitation résonne de manière toute particulière pour les 1000 confirmants du jour. Si c'est bien votre désir de baptiser, de recevoir le sacrement de la confirmation, chers confirmants, levez-vous. Certains sont venus bien entourés. Pour prier. Et pour Pascal. Pascal, c'est notre voisin. Mon frère, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il te fortifie, t'accompagne tout au long de ta vie. Et tous espèrent beaucoup de ce renouvellement dans l'Esprit Saint, déjà reçu au baptême. À travers ma confirmation, je confirme ma foi aussi envers le Christ pour pouvoir apporter sa parole vers les autres. Dire à Dieu, voilà, j'ai envie de m'engager maintenant pour faire un pas de plus vers toi. Un pas de plus encouragé par le pape François dans un message adressé tout spécialement pour l'occasion aux fidèles du diocèse de Pontoise. Et ce dimanche de Pentecôte, le diocèse d'Albi a quant à lui franchi une étape importante de son histoire. 21 nouvelles paroisses ont été créées lors d'une célébration dans la cathédrale Sainte-Cécile. Une décision à la fois pour faire face au manque de fidèles dans certains clochers, mais aussi pour un réveil missionnaire dans le diocèse. On écoute Monseigneur Legré, archevêque d'Albi. Je sais bien que ça ne sera pas possible sous tous les clochers, mais dans la mesure du possible, justement que sous chaque clocher, il y ait une vie d'église. C'est-à-dire des fidèles se réunissent pour prier, pour catéchiser, pour être au service, exercer la charité. Il n'y a pas besoin de prêtres pour cela. Ça, c'est nouveau. Bon, le concile nous l'a enseigné, mais le concile, ça fait que 60 ans. Donc il faut du temps. Et je pense que le temps est venu justement d'aider les baptisés à exercer véritablement leur ministère de prêtre, de prophète et de roi. Et ce week-end, de nouvelles orientations ont été promulguées pour le diocèse d'Évreux. En 2013, Monseigneur Nourrichard avait invité les fidèles à une démarche synodale. Depuis, un grand travail de réflexion sur la vie et la mission de l'Église a été fait. Dimanche, 5 grandes orientations pour le diocèse ont été dévoilées autour du service, de la place des jeunes, de la mission du dialogue ou encore de l'accueil. Reportage. Allumez le feu. Essayez avec moi. Allumez le feu. Merci. Ce dimanche après-midi, ambiance festive pendant la messe. C'est une Pentecôte un peu particulière pour le diocèse d'Évreux, qui conclut aujourd'hui sa démarche synodale. Les points saillants de cette démarche synodale, c'est de redonner confiance, espérance aux uns et aux autres. Ils sont moins nombreux dans le diocèse qu'il y a quelques années. Ce n'est pas un scoop. Et donc, comment les aider à acquérir une formation, une vie spirituelle de qualité pour que cela transparaisse, si je puis dire, dans le quotidien de leur existence. Depuis plus de 4 ans, tous les paroissiens ont pu proposer des actions concrètes pour redynamiser leur diocèse.
Certaines ont déjà été mises en place. Depuis le lancement de la démarche, en tout cas dans notre paroisse, on a fait pas mal de choses. Notamment, la première chose qui me vient en tête, c'est la mise en place d'équipes pour visiter les malades. Parce que bon, il y a des paroisses où ça se faisait et dans notre paroisse, c'était pas spécialement le cas. Donc on a recruté des personnes, on a fait en sorte qu'elles se forment. Et puis là, depuis le début de l'année, ça y est, c'est opérationnel. Et donc les malades, les personnes âgées, enfin toutes les personnes en détresse qui ne peuvent pas aller vers l'église sont visitées. Autre mesure annoncée ce jour-là, une charte de jumelage entre le diocèse d'Évreux et celui de Boma, en République démocratique du Congo, pour oser ensemble la catholicité missionnaire. Et comme chaque année, à la Pentecôte, des milliers de pèlerins sont partis de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour rejoindre la cathédrale de Chartres. La 36e édition du pèlerinage de Chartres a rassemblé plus de 12 000 personnes. Le Pélé de Chartres attire de plus en plus de monde. Cette année, il y avait 1000 inscrits de plus que l'année dernière. Une édition marquée par la présence du préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Monseigneur Sarah, le cardinal Sarah, Dans son homélie, il a appelé chacun à recevoir radicalement la lumière, je cite, dans une société occidentale, sans Dieu, berceau d'un terrorisme éthique et moral. Si je vous parle ainsi, c'est parce que dans mon cœur de prêtre et de pasteur, je ressens de la compassion pour tant d'âmes égarées, perdues, tristes, inquiètes et seules. Qui les conduira à la lumière? Qui leur montrera le chemin de la vérité, le seul vrai chemin de liberté qui est celui de la croix? Va-t-on les livrer à l'erreur, au nihilisme désespéré, ou à l'islamisme agressif, sans rien faire? Nous devons clamer au monde que notre espérance a un nom, Jésus-Christ, l'unique sauveur du monde et de l'humanité. Et puis j'ajoute que le cardinal Sarah est devenu protodiacre, c'est-à-dire que c'est lui qui prononcera le futur Habemus Papam en cas de conclave. Le cardinal Sarah, à 72 ans, est en effet devenu le plus ancien des cardinaux diacres électeurs. Le sanctuaire marial de Lourdes a accueilli ce week-end le 60e pèlerinage militaire international de Lourdes. Il a rassemblé 12 000 militaires venus de plus de 50 pays. De nombreuses autorités civiles et militaires ont fait le déplacement pour cet événement mondial pour la paix. On écoute l'évêque aux armées, Monseigneur de Romanet. La présence de nombreuses autorités, de nombreux évêques aux armées des différents pays, de nombreux membres de gouvernement, voire de chefs d'État. La présence pour nous d'ailleurs de la secrétaire d'État ici avec nous, ainsi que le chef d'état-major des armées, manifeste combien ce grand événement militaire qu'anime l'aumônerie catholique est absolument central sur cet axe décisif qu'est la paix. Vous savez, les armées elles ne sont pas là pour gagner la guerre, elles sont là pour gagner la paix. Somme toute, si nous sommes ici, c'est parce que la Vierge Marie qui nous conduit vers son Fils et celui-ci qui nous conduit vers le Père, voilà qui atteste notre commune fraternité. Et c'est cela qui est absolument décisif et qui est sans cesse à cultiver. Revivez le PMI sur KTO vendredi soir à 20h40 avec l'émission Hors les murs présentée par Benjamin Rosier. Vendredi, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, a confirmé lors d'une conférence de presse que son diocèse souhaitait se constituer partie civile dans l'enquête sur l'attentat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Monseigneur Lebrun a expliqué qu'il n'y avait pas d'esprit de vengeance dans cette décision, mais avec le souhait d'enrichir le procès en béatification dont les conclusions devraient être transmises l'an prochain au Vatican. Un concert exceptionnel a été donné dans l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris jeudi dernier. Les chœurs de garçons de l'Académie musicale de Liesse ont proposé un florilège de grandes œuvres du répertoire sacré, le fruit du travail de l'année. Pour rappel, cette académie, basée dans l'Aisne, est dédiée au service de la liturgie et leur concert, la semaine dernière, a enchanté un public venu très nombreux. Reportages. Environ 400 personnes étaient présentes dans l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris pour écouter les chœurs de garçons de l'Académie musicale de Liesse. Pendant près d'une heure et demie, les 42 choristes ont repris plusieurs œuvres majeures, de Johann Sebastian Bach à Joseph Haydn en passant par Gabriel Fauré.
Âgés de 10 à 18 ans, les élèves consacrent 4 heures par jour à la musique. Ce concert avait donc une saveur particulière, d'autant plus qu'il était parrainé par son Altesse royale, la princesse de Hanovre, Caroline de Monaco, une présence importante pour les élèves de l'Académie. Les élèves que nous avons sont des élèves qui vont du CM1 à la terminale, donc 9 niveaux scolaires. Ce sont des élèves qui ont un programme artistique et musical chargé, centré sur de la musique classique, mais également avec de la musique moderne, de la chorégraphie, et chaque élève joue au minimum de 2 instruments. L'objectif est de recréer une authentique école maîtrisienne. Cette soirée est finalement l'aboutissement du travail de toute l'année scolaire. Depuis janvier, on s'était donné pour objectif le 17 mai avec la princesse. Donc là, cette soirée, c'est vraiment presque émouvant. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Du coup, c'est le fruit de notre travail qui est résolu ici. Personnellement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que dans une répétition normale. On a fait quelques erreurs, mais ça s'est super bien passé quand même. Voilà, et sur ces très belles notes et ces très belles images que nous clôturons ce journal, tout de suite, on retrouve notre invité. Cet après-midi, le président Emmanuel Macron a annoncé des pistes pour les banlieues. Dans le même temps, un sondage IFOP réalisé pour l'association Le Rocher a été publié. Le Rocher, c'est une association catholique d'éducation populaire présente dans différentes banlieues réputées difficiles. Arnaud de Carmentran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes justement le directeur du Rocher. Alors peut-être dans un premier temps, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez entendu cet après-midi d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous en retenez? Alors, merci de me recevoir. Alors moi, bien sûr, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le président Emmanuel Macron. Au-delà de quelques actions ou en tout cas points déclenchés, moi, je retiens des mots. Donc, je retiens un mot collectif. Emmanuel Macron a parlé après d'émancipation et il a parlé de mobilisation générale et de travail en commun. Et donc, ce discours-là, en tout cas, moi, a retenu mon attention. Le Rocher, association de terrain, qui vivent avec les habitants des cités depuis 20 ans dans un certain nombre de cités en France. Enfin, ça, c'est des mots qui me parlent. Voilà. Et c'est des mots qui me parlent. Et à un moment, le président a même évoqué le fait que les jeunes, que chacun doit pouvoir choisir sa vie. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument très fort. Et on le voit tous les jours. Et il a conclu la fin de son discours sur il faut faire davantage République. Voilà. Donc c'est à la fois des mots très forts, et puis maintenant il faut que ça soit suivi en actes. Et pour l'association que nous sommes, et puis voilà, pour l'ensemble des bénévoles, ça nous parle. Et puis nous, derrière, on remet en lumière ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Et donc forcément on est intéressé pour aller plus loin et pour continuer à avancer. Alors, ça fait des années qu'on parle des banlieues, il y a eu des milliards d'investis, pour autant on n'a pas le sentiment que ça change vraiment. Alors vous, avec votre expertise, votre connaissance du terrain, ils sont où les besoins, elles sont où les urgences aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre de 2 manières. La première, j'ai fait une rencontre très, très forte chez un préfet d'une région récemment. Et en fait, il nous disait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup d'argent qui ont été investis, en tout cas dans les quartiers dans lesquels on évoquait. Et en fait, il manque une chose, il manque l'amour. Voilà. Et il manque l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque vraiment la rencontre avec l'autre. Et c'est cette altérité qu'il faut retrouver et qu'il faut recréer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand Emmanuel Macron parle de mobilisation générale, moi je l'ai entendu dans ce sens-là. Voilà. Plus concrètement, Emmanuel Macron a évoqué le terme d'émancipation à travers l'école, et puis il est passé par la crèche, l'école primaire, et puis après il est allé sur les stages, et puis après il est allé jusqu'à la formation et jusqu'à l'emploi. Et c'est ce que, très modestement, au Rocher, parce qu'aujourd'hui nous sommes 25 salariés, donc 15 qui vivent en cité, nous accueillons une 60aine de jeunes qui vivent. Je vous écoute. Voilà, justement, quelle est votre spécificité? C'est intéressant. Concrètement, comment est-ce que vous vivez, vous, dans les banlieues? Qu'est-ce que vous proposez? Alors,
je vous réponds et en même temps je fais le pont avec le discours d'Emmanuel Macron parce que je pense que c'est intéressant. Voilà. Emmanuel Macron parlait d'émancipation et je vais vous donner un exemple. Un des exemples portés par Emmanuel Macron était le tutorat à l'égard des écoles qui payent pendant les études de leurs élèves. Voilà. Donc on peut imaginer, on peut penser à quelques écoles. Il se trouve que nous avons des conventions avec quelques-unes de ces écoles et nous accueillons des stagiaires. Donc aujourd'hui, nous accueillons des stagiaires de Polytechnique, nous accueillons dans un format plus court des stagiaires plutôt dans un stage ouvrier, des stagiaires de l'ESSEC, et on leur propose de venir vivre avec nous et donc avec les habitants. Voilà. Et ça, c'est concrètement ce que nous essayons de vivre et ce que nous vivons depuis 20 ans maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les faits, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Alors, je vais commencer par peut-être le plus étonnant. En fait, ça fait du bien aux jeunes qui viennent en stage et qui, en étant dans une famille, qui est la famille du Rocher, qui découvrent une réalité, qui vivent avec des habitants, qui découvrent des cultures, des religions, etc. Et donc ça leur fait beaucoup de bien et à la fin des 3 mois, des 4 mois, en fait, ils sont transformés. Voilà. Et puis deuxième chose, de l'autre côté, j'aurais envie de dire, de l'autre côté, c'est ces jeunes des cités où en fait, il faut, et Emmanuel Macron aussi a reparlé de retrouver de la dignité, il faut qu'on soit là. Alors nous, il y a un terme sur lequel on essaie de travailler, qui est le développement du pouvoir d'agir. Et ça veut dire quoi? C'est simplement qu'on soit là, avec eux, que nous vivions. Et ce qui est compliqué, parce que Emmanuel Macron parlait du trafic, etc., ça peut prendre des mois, ça peut prendre des jours, des mois, des années, pour qu'à la fin, il y ait une décision d'un jeune, voilà, et puis qu'il y ait un pas de plus. Et puis il y a plein de petits pas invisibles qui sont faits. Et en fait, c'est notre action au quotidien. Voilà, donc cette illustration, c'est une illustration auprès de ces jeunes. Et puis on fait un certain nombre d'actions auprès des enfants, auprès des familles. Voilà, parce que vraiment le cœur, c'est quoi? C'est d'aller vivre. Donc on accueille des couples, on accueille des familles qui disent « Moi, je donne 3 ans de ma vie pour aller vivre avec ses habitants ». Voilà. Aujourd'hui, vous avez publié un sondage, justement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sondage? Et pourquoi il est important pour vous de faire cette démarche? Alors, on a posé 3 questions. La première question, on a voulu comprendre, en tout cas, la perception du vivre ensemble par les Français. Donc, on leur a dit, voilà, est-ce que vous trouvez que... en fait, entre les habitants de la cité et le reste de la société, est-ce que tout le monde vit dans une harmonie joyeuse? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une indifférence totale? Ou au contraire, est-ce qu'il y a la tension? Réponse? Alors, la réponse est très flagrante. 7% seulement nous disent qu'on vit en harmonie. Et puis, 83% nous disent que c'est soit de l'indifférence, soit de la tension. Le sondage ne le dit pas, mais ça peut aller jusqu'à la peur. Voilà. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que je fais écho à ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est qu'en fait on a une mobilisation générale, mais on a une mobilisation générale parce que c'est une crise majeure qui est là depuis des décennies et qui continue, et sur laquelle l'ensemble des Français doivent être mobilisés. Et c'est bien pour ça que je vous prenais l'exemple de familles ou de jeunes qui donnent 1 an, 3 ans de leur vie pour aller vivre à la rencontre. Voilà, c'est exactement pour aller retravailler ce lien social et ce tissu social qui s'effondre. Alors comment concrètement, justement, quelles choses on pourrait mettre en place pour permettre aux uns et aux autres de vivre cette rencontre? Alors, donc le président Macron a donné quelques grandes orientations. Nous, dans notre questionnaire, on est allé sur des choses que nous essayons de vivre. Et notre enjeu est quoi? Est de dire toutes ces formes de rencontres qui permettent d'aller sur le pont et en fait de rencontrer individuellement des gens. Voilà. Et donc, typiquement, ce qui ressort en premier, en tout cas dans notre sondage, c'est le coaching des jeunes de ces quartiers dans leur insertion sociale et professionnelle, parce qu'on voit bien que c'est un ensemble qui est lié. Voilà. Et puis, on est allé, en tout cas, sur un certain nombre de questions qui sont des activités de bénévoles, en tout cas dans ces quartiers, etc. Et tout ça, en tout cas, ce sont des questions qui doivent nous interpeller en tant que citoyens, en disant, avec moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, jusqu'à comment je fais pour connaître l'autre? Voilà, comment est-ce que je fais pour mieux connaître sa culture, sa religion, etc. Qui est, de fait, l'élément essentiel, en tout cas d'un démarrage de rencontre. Voilà. Et des exemples comme ça, il y en a à profusion. Moi, je vais vous en donner 2 petits, si vous me donnez ce temps-là, qui en tout cas me touchent. L'année dernière, nous avons proposé, alors je vais dire, 4 familles de la cité, qui vivent aujourd'hui dans la cité, d'aller passer une semaine de vacances avec 4 familles
voilà, qui sont sans doute qui vivent dans des endroits plus favorisés, et de se dire passons une semaine ensemble. Voilà, cette semaine a été merveilleuse, de cultures, de religions différentes, et il y a eu une très belle rencontre pendant cette semaine-là. Et puis complètement autre chose, il se trouve qu'on a monté une opération avec la Speedophile, et donc on a monté un bateau, dans lequel on a proposé, alors donc ça autour de Toulon, dans lequel l'équipe de Toulon a proposé à 2 gars de la cité de faire équipage avec des volontaires qui viennent de quartiers plus favorisés, un skipper, et puis de se dire osons la rencontre et allons-y. Merci Arnaud de Carmentran d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que jeudi prochain se tiennent les rencontres annuelles du Rocher avec plusieurs tables rondes dont l'une sera retransmise prochainement sur KTO. Merci pour votre fidélité. Cette émission est à revoir sur notre site internet. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.